Nous sommes le 7 juin 1943, au-dessus du Pacifique Sud, une escadrille de nouveaux avions vient de prendre son envol. Ces étranges appareils aux ailes recourbées sont des F-4U Corsair, pilotés par des marines américains qui s'apprêtent à intercepter un raid japonais qui, selon certaines informations, se dirigerait droit vers leur base de Guadalcanal. L'affrontement qui s'ensuit donne lieu à un combat aérien acharné, opposant un groupe de pilotes japonais expérimentés aux Américains et à leurs nouveaux appareils. Alors que des pertes s'accumulent de part et d'autre, une histoire inoubliable se dévoile. Non pas un, mais 2 pilotes américains sautent en parachute, découvrant rapidement que sauter d'un chasseur endommagé n'est en aucun cas synonyme de sécurité. Face à des pilotes japonais prêts à tout pour les tuer, dans des eaux dangereuses, les instants suivants se transforment en expériences terrifiantes pour les 2 hommes, tandis que les jeunes marines désespérés doivent survivre à l'impossible. Alors que nous entrons dans l'été 1943, la bataille du Pacifique voit l'équilibre de la guerre aérienne changer, car le premier avion d'un nouvel exemplaire vient d'arriver au front pour les forces alliées. Il s'agit du F-4U Corsair, affecté pour la première fois aux marines basées à Henderson Field, à Guadalcanal. L'une de ses premières unités Corsair est le VMF 112, également connu sous le nom de Wolfpack. Ces derniers mois, ce nouvel appareil au design unique a été utilisé pour affronter les Japonais. Ils ont connu le succès grâce à quelques pilotes qui ont remporté des victoires à bord de leur F-4U, mais non sans conséquences. À cette époque, les Japonais représentaient encore une menace bien réelle dans le ciel du Pacifique, comptant de nombreux pas dans leur rang. Grâce à ces pilotes, ils tentaient de frapper les bases aériennes américaines de Guadalcanal dans l'espoir de repousser la puissance aérienne alliée. Ces forces d'attaque, comptant souvent plus d'une centaine d'avions, constituaient la seule véritable défense, les groupes de chasse stationnés à Henderson. Ces circonstances ouvrirent la voie à une bataille aérienne de grande ampleur le 7 juin 1943. Un examen du journal de guerre de la VMF 112 permet de comprendre précisément comment les choses ont commencé à se dégrader. Ici, à Henderson Field, vers 10h20, l'ordre est arrivé de faire décoller tous les avions disponibles pour intercepter une force ennemie à 240 km de là, venant par le créneau, c'est-à-dire la trajectoire au milieu des îles Salomon. Alors que les pilotes de Corsair se précipitent vers leurs appareils pour décoller au plus vite, examinons le vol qui nous intéresse. Il s'agit du 3e vol, dirigé par le capitaine et Adonahue, suivi des lieutenants Logan, Stack, Wilcox et Percy. Après avoir décollé et formé leur formation, ils arrivèrent à la zone d'interception prévue. Mais au-dessus des îles Russell, la couverture nuageuse était dense et très vite, les vols commencèrent à se séparer juste avant la rencontre des raiders japonais. Les pilotes du VMF 112 perdirent la majeure partie de leur formation et de leur cohésion d'unité en volant dans la faible visibilité. Le seul point positif, c'est qu'ils pilotaient les avions les plus récents et les plus performants des forces armées américaines. Et pendant que ces pilotes tentent de se frayer un chemin à travers les nuages, voyons comment les technologies de pointe peuvent vous aider, avec le sponsor de cette vidéo, Plodnote. Au cas où vous l'ignoreriez, Plod est une entreprise qui utilise l'IA à bon escient. Lorsque vous écoutez des cours, des présentations ou que vous êtes en communication professionnelle, Plodnote enregistre simplement. Il utilise ensuite une IA avancée pour extraire les points clés et prendre des notes bien structurées, vous assurant ainsi de ne rien oublier et de rester concentré sur votre travail. Bien sûr, votre téléphone peut enregistrer, mais il n'est pas conçu pour cela. Le son est brouillé, le bruit de fond est omniprésent, et dès que vous appuyez sur Enregistrer, votre téléphone devient quasiment inutilisable. Mais Plodnote va bien plus loin. Compatible avec 112 langues et de la taille d'une carte de crédit, il est également doté de la fonctionnalité Ask AI qui vous permet de récupérer des informations et de fournir des suggestions et des analyses. C'est comme avoir une secrétaire à ses côtés. Par exemple, j'ai récemment visité le musée de l'aviation de mon quartier et j'ai pu admirer de superbes avions. Grâce à mon Plodnote, j'ai pu retranscrire toute la visite en quelques points clés à étudier plus tard, ce qui m'a permis d'en apprendre davantage et de moins oublier. Alors, si vous souhaitez améliorer votre organisation et votre prise de notes, rendez-vous sur plod.ai et utilisez le code TJ3 pour bénéficier d'une réduction spéciale. Merci encore à Plod. Je crois que la couverture nuageuse au-dessus du Pacifique venait tout juste de se dissiper. Avec la baisse de visibilité, les vols ont été tellement gênés par la couverture nuageuse dans cette zone qu'il est devenu très difficile de savoir quel avion est dans quel vol, car les avions s'ajoutaient sans cesse à de nouveaux vols à mesure que la visibilité s'améliorait. Mais une chose est sûre, à 6000 mètres d'altitude, le VMF 112 a pris contact avec 12 à 14-0 et un combat aérien intense a commencé. S'en est suivi des poursuites dans tout le ciel, dont l'une impliquait le lieutenant Percy, qui avait apparemment aperçu un autre corsaire attaqué et s'était porté à son secours. Ce geste allait malheureusement lui coûter cher. Alors que le lieutenant Percy tentait de sauver son camarade pilote, 6 chasseurs japonais l'attaquèrent, et le combat fut séparé du reste de l'engagement, descendant à basse altitude.
Et c'est là que se déroulait la première de deux histoires extraordinaires. Finalement, les pilotes japonais touchèrent son corsaire, et sans autre solution, le lieutenant Percy fut contraint de sauter en parachute. Mais alors qu'il sautait de son cockpit, toujours pris sous les tirs, son altitude était trop basse. À environ 600 mètres, son parachute n'eut aucune chance de s'ouvrir et il percuta l'eau à grande vitesse, s'écrasant dans le Pacifique. Alors que les Zéros laissaient le pilote pour mort, le combat aérien continua. Mais seul dans l'eau, contre toute attente, le lieutenant J.G. Percy avait survécu. Avec pour seul obstacle un parachute défaillant pour amortir sa chute, il avait heurté l'eau à grande vitesse et subi de graves blessures. On peut voir l'étendue de ces blessures dans cette partie du rapport de ce jour-là. Le lieutenant Percy, alors qu'il poursuivait le Zéro après le lieutenant Johnson, séparé de lui, fut attaqué par au moins 6 Zéros. Il lutta jusqu'à ce que ses commandes soient arrachées, puis sauta à très basse altitude. À cause de cette faible altitude, son parachute s'écoula derrière lui sans s'ouvrir, et c'est un miracle qu'il soit encore en vie. Il s'écrasa dans l'eau, se fracturant le bassin, se faisant 2 entorses aux chevilles et se faisant de nombreuses contusions. Mais le combat aérien n'était pas terminé, et les histoires de pilotes de corsaires survivant à l'impossible non plus. Peu après, le lieutenant Sam Logan, l'un des autres pilotes de corsaires, s'était séparé des autres pilotes de VMF 112 et se retrouvait seul dans le ciel chaotique. Perçant les nuages, il chercha son escadron pour se regrouper. Puis, du coin de l'œil, il vit quelque chose d'inattendu. Il s'agissait d'une escadrille de P-40, pilotée par la Royal New Zealand Air Force, combattant également les Japonais. Il venait d'arriver pour aider à repousser le raid japonais, mais à ce moment-là, il semblait en difficulté. Il aperçut d'ailleurs l'un des P-40 avec un Zéro à droite sur son si. Le lieutenant Logan s'est alors jeté à l'eau pour tenter de sauver son allié. Après avoir ouvert le feu avec ses 6 canons de calibre .50, il a forcé le chasseur japonais à abandonner le P-40. Mais ce faisant, il a exposé son propre 6. Aussitôt, l'un des autres Zéros a visé Logan et a ouvert le feu. Il a envoyé une rafale sur son corsaire, et le F-4U a subi des dommages mortels, obligeant le jeune marine à abandonner son appareil à 5500 mètres d'altitude. Comme le lieutenant Percy, le lieutenant Sam Logan vivrait également une expérience de sauvetage traumatisante. Mais le problème de Percy résidait dans le fait qu'il avait quitté son corsaire à une altitude trop basse, tandis que le lieutenant Logan allait avoir des ennuis en sautant trop haut. Comme de nombreux pilotes du Pacifique allaient bientôt le découvrir au fil de la guerre, les Japonais étaient rapidement devenus célèbres pour leur comportement envers les aviateurs blessés. Dès que le lieutenant Sam Logan a percuté son parachute, cette menace non matérialisée est devenue apparente, lorsque l'un des Zéros qui venait de le combattre dans le ciel s'est tourné droit vers lui et a ouvert le feu. Des balles traçantes et des rafales de balles ont sifflé à côté de lui, mais l'a manqué. Le Zéro est passé en dessous et s'est détourné. C'était une décision serrée, mais apparemment le pilote japonais n'en avait pas fini. Après avoir fait demi-tour, il tourna à nouveau le nez et ouvrit le feu une seconde fois sur le marine sinistré, et le bruit du plomb brûlant rompit à nouveau le silence environnant. Le lieutenant Logan tenta de se balancer dans son parachute, essayant désespérément de ne pas devenir une cible facile. Heureusement, soit cela réussit, soit le pilote Zéro n'était tout simplement pas un tireur précis, car il manqua encore une fois sa cible et vola sous le lieutenant. Malgré tout, il fit demi-tour et décida de donner une dernière passe au marine parachutiste. Cette fois, Logan n'allait pas se laisser flotter jusqu'à ce que son ennemi ait trouvé sa cible. Au lieu de cela, il tenta de rentrer son parachute pour accélérer sa descente et se rapprocher de l'océan. Il espérait ainsi se mettre à l'abri, mais malheureusement, il risquait de s'y retrouver directement. Le pilote japonais, en ouvrant le feu lors du 3e passage, a apparemment mal calculé la vitesse de descente accrue du marine. Au lieu de passer sous sa cible comme lors des 2 premiers passages, son hélice a heurté le pied droit du lieutenant Sam Logan, le coupant alors qu'il restait suspendu à son parachute. Après cela, le pilote japonais fut finalement repoussé par l'un des P-40 arrivés sur les lieux, mettant fin à la menace. Mais le mal était fait. Je n'en suis pas absolument certain, mais d'après la lecture du rapport, je pense qu'après que le pilote japonais l'eut heurté avec son hélice et lui eut sectionné une partie du pied, le lieutenant Logan aurait en fait posé un garrot et injecté de la morphine alors qu'il flottait vers l'eau après sa blessure. Puis, selon le rapport, il aurait accosté et gonflé son canot, époussetant sa blessure en attendant les secours, qui arriveraient peu après. Lors du second miracle, en quelques minutes seulement, le lieutenant Sam Logan a survécu à une collision frontale avec une hélice ennemie alors qu'il était en parachute. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital, où son pied droit a été amputé. On peut voir ici un journal paru un mois plus tard, avec les lieutenants Percy et le lieutenant Logan ensemble à l'hôpital,
se remettant de leurs blessures. On peut y lire. Sam Logan, dont le pied droit a été sectionné par l'hélice du Jap 0, et le lieutenant J.G. Percy, pilote ayant survécu à une chute de 600 mètres sans interruption suite à la défaillance de son parachute, se rétablissent dans un hôpital naval de Pearl Harbor. Et maintenant, les aviateurs américains vengent l'attaque japonaise contre Judah. Le lieutenant Sam Logan, 22 ans, originaire de Paola, au Kansas, est un pilote de chasse des marines. Le pied droit a été arraché par l'hélice d'un Zéro japonais au-dessus des Salomon le mois dernier, alors qu'il était suspendu à son parachute. Ses camarades pilotes de Corsair ne l'ont pas oublié. Sam non plus, mais il pense qu'un pied artificiel et quelques mois de repos lui permettront de reprendre le vol. Depuis ce jour de juin où un pilote de Zéro a effectué 4 passages vers lui alors qu'il sautait en parachute vers l'océan à 4500 mètres au-dessus des îles Russell. Occupés par les Américains, ses camarades d'escadron n'ont montré aucune pitié envers les Japonais. Logan fut sauvé d'une mort possible par un pilote néo-zélandais venu à son secours et chassa le Zéro après que le pilote japonais eut effectué 4 passes sur lui, mitrailleuse à pleine puissance. Tombé à l'eau, Logan ouvrit son petit canot de sauvetage et se donna les premiers soins. 2 heures plus tard, il fut secouru par un hydravion de la marine. Un mois plus tard, ils étaient tous les deux à l'hôpital, impatients de voler à nouveau. L'un avait sauté sans parachute et l'autre avait été attaqué au point d'être percuté par un avion ennemi. En tant que passionnés d'histoire, nous aimons souvent nous souvenir de la robustesse et de la durabilité du F4U Corsair.